pays, oh papa, de la pâte, oh. On vit des webisans tous les jours, t'en es pas chaud. Il y a des gens qui nous prennent pour des fous, mais oh non, la mort de l'évêque, aujourd'hui on veut masquer. Beaucoup de projets, oh, qui aujourd'hui ont foiré. La conservation du pouvoir passe par l'arrestation de fortes têtes, comme je vous ai dit dès le début. Ma tête est mise à prix. Lors de ce coup d'État, j'avais été cité. En effet. Non. Il y a vous, Parmi, il y a Laurence Don. Laurence Non, Marcel Ibama. Bon, il y a eu aussi les politiques. Hein. Il y a eu le secrétaire général du PDG qui a été cité aussi. En effet. La présidente du Sénat. Mais il n'a pas été inquiété, rassurez-moi. Non, pas du tout. Du PDG, là. Non, pas du tout. Mais c'est sûr que si j'étais au Gabon, peut-être qu'on m'aurait interrogé. Pourquoi on vous a cité? Bon, bref, Dieu merci, je n'étais pas au Gabon quand ça s'est produit. Mais il y a quand même derrière une volonté de faire taire certaines têtes. Et je ne serai pas surpris, je vous assure, dans quelques jours je vais rentrer au Gabon, ne soyez pas surpris des convocations qui seront les miennes à la police ou chez le procureur, parce que je sais ce qu'ils ont l'intention de faire, c'est de fermer ma bouche, c'est-à-dire de me museler, quitte à aller chercher n'importe quel motif, mais on ne vous dira jamais que c'est pour des raisons politiques ou syndicales. Jamais. Parce que quand vous allez interroger, pourquoi vous avez arrêté M. Yama? Ah non, non, non. M. Yama, voilà ce qu'il a fait dans un cadre privé. Ils vont vous raconter toute une histoire, mais juste pour maquiller la vérité, parce qu'il faut absolument faire taire les gens. Mais on ne peut pas s'en sortir sur cette voie. C'est la raison pour laquelle j'appelle au ressaisissement de la classe politique, au ressaisissement de la société civile. Ce pays-là, il ne faut pas qu'on le brûle, mais on est sur une mauvaise... Jean-Rémy Yama, oui. Votre chien, vous en avez un? Vous avez un chien à la maison? Oui, j'ai un chien. Comment il s'appelle? Je ne vais pas donner de nom. Non, mais donnez son nom, personne ne va lui faire de mal. Bon, appelons un nom comme ça. Appelons les Médor. Voilà, ou bien Milo. Milo, c'est les chats. Bon, d'accord, appelez le chat par son nom. Est-ce que vous n'avez pas souvent l'impression de vous tromper d'adversaire? Vous parlez de la classe politique gabonaise. Tout le monde sait, ce n'est plus un secret, qu'ils ne valent rien sans l'aval de la France, mon pays, votre pays. Est-ce que vous ne pouvez pas pour une fois appeler le chien par son nom? Si vous vous soulevez là-bas et que vous voulez renverser le régime mis en place par qui? Par mon pays. C'est l'armée de mon pays qui est statuée au camp de Gaulle qui va porter secours à ces gens-là. Ne vous trompez pas souvent d'adversaire. Est-ce que vous ne tapez pas sur les individus au lieu de taper sur un système? C'est vrai que les individus représentent le système. Il y a un système, mais ce système, qui fait vivre ce système, ce sont les individus. On peut les changer, hein? Oui, mais en réalité, le véritable... Mais quels sont ceux qui font le système? Ce sont les individus. C'est le problème du corrompu et du corrupteur. D'accord? Moi, je pense que notre classe politique peut changer. Ce n'est pas la France qui va faire changer les choses au Gabon. Ah bon? Ah oui, moi j'assume mes propos. Quand je dis c'est pas la France qui va faire changer les choses, la France ne va pas claquer du doigt et puis la démocratie, la véritable démocratie va arriver. La France, non. C'est vrai que la France peut être un catalyseur pour accélérer telle ou telle chose, mais il faut que ça vienne d'abord de nous. Les corrompus, c'est d'abord des Gabonais, ce n'est pas les Français qui dirigent le Gabon. Mais on parle plus du corrompu que du corrupteur. Parlons du corrupteur pour une fois. Oui, mais le corrompu aussi peut, parce que si le corrompu refuse, quelle est la force du corrupteur? Qui est l'initiateur de la manœuvre? C'est le corrompu ou le corrupteur? C'est le corrupteur. Alors pourquoi vous ne parlez jamais du corrupteur qui donc constitue le système? Pourquoi vous attaquez pas au corrupteur? Mais parce que, vous savez, dans tout combat, il faut aller étape par étape. Il faut d'abord sensibiliser le corrompu pour lui dire n'accepte pas l'argent du corrupteur, n'accepte pas les propos du corrupteur. Et que si nous le faisons tous ensemble, parce que le corrupteur, le corrompu plutôt, il a peut-être peur, parce qu'il s'est dit si moi je refuse, on va me prendre, on va prendre David et on va mettre David à ma place.
C'est une question de place, quoi. Oui, enfin, il y a certains qui Ça pensent. résonne en termes de place, Voilà. pas en termes de patriotisme. De patriotisme. Donc malheureusement, il faut que ça change. Il faut que les gens raisonnent en termes de patriotisme. Et c'est possible. On peut imposer des choses aux corrupteurs. Parce que si le corrupteur se rend compte que le cadre dans lequel nous sommes ne lui permet plus de corrompre, je suis désolé, il ne corrompra plus. J'en connais un qui tenait des propos, comme vous, il y a quelques années ici, quand on s'est rencontrés. Et qui... Il a fini vice-ministre et il courait dans la forêt en costume cravate. Hein? Non, en ce qui me concerne. Hein? Mais c'est bien comme quand je il y a passe à manger, ça change tout. Hein? Non, c'est comme je passe chez vous, j'espère que vous allez garder cette bande. Mais je peux vous dire, moi, Jean-Rémy Yama, j'ai commencé à faire mon syndicalisme en 98. J'ai été étudiant en France pendant 9 ans, à Toulouse. J'ai été toujours dans le milieu associatif. Depuis que je fais du syndicalisme, je n'ai jamais, je dis bien jamais, trahi mes camarades. Et je ne les trahirai jamais. J'ai été appelé souvent à les trahir, à rentrer même au gouvernement. Quand j'ai atteint mes 50 ans, on m'a fait des propositions. On m'a dit, laisse tomber le syndicalisme. Parce que tu as déjà trop fait. De toute façon, personne ne va oublier ce que tu as fait. Pense maintenant à ta famille, pense à toi, et ainsi de suite. Je n'ai jamais accepté. Et je n'accepterai jamais, parce que je considère que le gouvernement actuel, je considère que nos dirigeants actuels, c'est le diable en personne. Je n'accepterai jamais de pactiser avec le diable. Le diable peut peut-être changer s'il va à l'église et se convertir. Oh, vu tout ce qui se passe à l'église aujourd'hui, poser la question à Monseigneur Barbarin, je pense que le diable y est installé depuis longtemps. Hein. Bon, j'en sais rien. Mais moi, sachant là où est le bien et là où est le mal, je ne vais pas aller pactiser avec eux. Vous ne me verrez jamais dans le gouvernement d'Ali. Vous ne me verrez jamais pédégiste. Vous ne me verrez jamais bantou. Ou je ne sais pas quelle autre appellation qu'il faudra trouver à cette époque-là pour justifier le fait que je traverse. Je ne traverserai jamais. David Chinou, est-ce qu'il ne vous appartient pas, oui, ça a déjà commencé, vous faites des communiqués que je reçois, vous en avez fait sur ce putsch au Gabon, vous en avez fait ces jours-ci sur les déclarations du vice-président italien qui accuse la France d'appauvrir l'Afrique et de piller ses richesses, c'est bien. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer que dans vos prochaines manifestations publiques, vous aurez des pancartes allant dans ce sens pour dire à notre pays, vous et moi, lâchez un peu la laisse aux pays africains? Oui, mais ça va au-delà des pancartes, hein, si vous permettez, Jackie. C'est que je pense qu'il faut agir très concrètement sur la classe politique française, mettre la pression, parce que nous sommes aussi des électeurs. Hein. En tant que syndicaliste, voilà, j'ai un rôle à jouer, effectivement, de par mes engagements à l'international. Donc moi, mon travail, c'est pas de me battre contre les intérêts de la France. Non, c'est de faire en sorte que la France puisse se projeter dans un avenir serein, en changeant ses logiciels et notamment sur ses rapports avec les pays africains. Je pense qu'on est avec un logiciel complètement périmé, si tant est qu'il ait été pertinent à un moment ou à un autre. En tout cas, il y avait, à défaut d'avoir, comment dire, une pertinence, il y avait des explications historiques au lendemain de la guerre sur la reconstruction du pays, bien écrite etc. La 5e République est faite sur mesure justement pour ça. Mais on va se le dire très clairement, ça changera en Afrique lorsque ça changera en France. Lorsque nous tournerons la page de la 5e République en France et que nous passerons à autre chose, à notre système... Vous ne perdez pas le Nord dans la France insoumise? Alors bon, je suis là au titre de la CGT aujourd'hui, mais on va pas se mentir. On va pas se mentir, je suis aussi militant de la France insoumise. Ça n'aura échappé à personne. Hein. Les gens savent lire aussi les communiqués. Surtout pas à moi. Surtout pas à vous, Jackie. Mais on ne s'est jamais menti sur le sujet. Donc oui, effectivement, nous avons ce rôle à jouer, que ce soit en tant que syndicaliste, en faisant pression sur les entreprises françaises prédatrices sur le continent africain, en faisant... les entreprises bien soutenues par l'Élysée, il faut le dire. Hein. Oui, de toute façon, le système actuel de représentation politique française est de toute façon par essence corrompu, puisqu'on a délégué aux grandes entreprises
tout un pan de la gestion du pays. À part les fonctions régaliennes, et encore, tout a été privatisé. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Donc, évidemment, on se retrouve avec un système corrompu, corrupteur. Vous parliez tout à l'heure du corrupteur français et du corrompu africain. Du corrupteur, je n'ai jamais dit français. Oui, tout à fait. Hein? Tout à fait. Moi aussi, je dois défendre les intérêts de mon pays quelque part. Hein? Tout à fait. Mais on est dans un jeu de... On se tient par la barbichette depuis longtemps. J'ai vu les Italiens là-bas, hein, mon ami. Alors les Italiens, j'ai vu les Italiens là-bas aussi, hein, oui. Qui organisaient des matchs de football, amenaient des jeunes Gabonais jouer à Viareggio en Italie. En 2011, j'ai couvert un tournoi des jeunes Gabonais là-bas, amené par mon ami italien, je ne vais pas citer son nom ici, qui a fini par quitter le Gabon, laissant une ardoise de 500 millions d'impayés. Oui, nous parlons. Voilà, donc j'ai vu d'autres nationalités que françaises là-bas. Bien sûr, les corrupteurs ne sont pas exclusivement français. Mais ils sont beaucoup plus en Occident quand même. Nous sommes d'accord. Voilà. Et de la même façon, les dirigeants africains ont bien rendu la monnaie, au sens littéral du terme, aux dirigeants français, à l'ensemble de la classe politique pendant des années, jusqu'à ce que les scandales Elf, etc. éclatent. Donc voilà, je pense qu'on est dans un système d'imbrication et qu'il était difficile d'en sortir, il reste difficile d'en sortir. En tout état de cause, tant que nous serons dans ce système de 5e République, qui est taillé sur mesure, pour que la France soit prédatrice en Afrique, c'est quasiment constitutionnel. Ça a été fait pour et par le général de Gaulle pour garder la mainmise sur ces anciennes colonies. Certaines ont eu l'indépendance bon gré mal gré. Je crois que les Gabonais avaient voté contre. Oui, mais Léomba n'en voulait pas. Il s'est fait engueuler par de Gaulle. Mais comme le Cameroun à côté poussait. Voilà. Donc on ne va pas refaire l'histoire. Donc ce système-là est plus qu'à bout de souffle. Je pense que la 5e République, il y a déjà 30 ans qu'on aurait dû tourner la page. À mon sens, le système et les relations entre la France et l'Afrique changeront en même temps qu'elles changeront en France avec ce système constitutionnel. C'est ce à quoi nous travaillons. Alors, je parle en tant que, pour le coup, de militant de la France Insoumise, mais c'est pas uniquement la France Insoumise. Vous trouverez cette projection dans d'autres organisations, parce que il en va de l'avenir de la France et de la démocratie en France aussi, tout simplement. Tout simplement. Je prends un exemple européen, pour le coup, là, le traité d'Aix-la-Chapelle, qui va être discuté au Parlement français après qu'il ait été signé. Nos amis gabonais feraient ça. Vive la démocratie. Non, quand nos amis gabonais font ça, ils sont la risée du monde entier. Pourquoi c'est différent? Vous voulez un autre exemple? Il y a des centaines, je pense. Le traité européen, il y a un référendum, nous votons non, mais on nous l'impose quand même. Et ça, c'est la démocratie. Exactement. Et on donne des cours de démocratie en République démocratique du Congo. Exactement. En République démocratique du Congo, avec 2 poids 2 mesures, on dit une chose en RDC, alors qu'on n'a pas fait la moindre critique au Cameroun ni au Gabon. On va donner des leçons à Maduro, au Venezuela. Monsieur le client, ne faites pas comme Ali Bongo, accordez-moi une interview. J'ai des questions à vous poser, monsieur le client. Attendez qu'il ait donné sa démission du gouvernement, il sera peut-être plus libre de ses propos. Vous me le trouverez, hein. Je compte sur vous, David. On peut s'arranger. Mon épouse est bretonne, on va pouvoir trouver un réseautage. Il faudrait ajouter que dans ce jeu-là, en fait, même du corrompu, du corrupteur, mais si on prend l'exemple de la France, bien sûr, mais le dindon de la farce, c'est le peuple qui... Tout à fait. C'est-à-dire les peuples. C'est-à-dire et le peuple africain et les peuples français qui ne connaissent pas ça. Exactement. Parce que quand tu viens... les richesses qui sont prises dans ces pays ne profitent pas au peuple français. Au peuple français. La preuve. Voilà. Il y a plus de 9 millions de pauvres en France. Exactement, tout à fait. Et en même temps aussi, à travers par exemple l'AFD, c'est de l'argent public. Mais l'Agence française de développement. L'Agence française de développement. On distribue aux dictateurs qui le ramènent dans les caisses et acheter les villas. Exact. Or, c'est le contribuable français qui participe, pour tout ça. Mais cet argent atterrit dans les poches des dictateurs. Des dictateurs qui reviennent construire et acheter des villas ici. Au vu au su de tous.
Donc, et personne n'a rien vu, personne ne le sait. voilà. Donc je crois que ce sont les peuples qui sont les dindons de la farce de cette affaire-là. Nous sommes d'accord. Et que c'est la raison pour laquelle, déjà, la collaboration qu'on a avec la CGT, vraiment, elle est la bienvenue parce que ça nous permet d'échanger. Mais si au niveau même national, nos peuples pouvaient faire les mêmes combats, mais je vous assure que les choses changeraient. Il faut les éduquer. Je pense et c'est pas parce qu'on est en France qu'on est plus intelligent qu'au Gabon. Hein. Il faut éduquer les peuples de part et d'autre, car le peuple ne comprend pas. Surtout en France, le peuple français se désintéresse quasiment de ce qui se passe. Ils ont faim. Chacun a faim. Non, mais au-delà de la faim, c'est aussi, il est difficile de faire rentrer dans la tête des gens, y compris très intelligents, très instruits, des choses qui dépassent l'entendement. C'est-à-dire que ce qui se passe sur le continent africain, orchestré par les puissances occidentales, et notamment la France pour ce qui est de l'Afrique centrale, l'Afrique noire francophone. L'Afrique noire francophone, il faut bien préciser. ça dépasse l'entendement. C'est-à-dire que il faut. Moi, je me lève parfois le matin et je me pince pour croire à ce que je vois. Et pourtant, c'est mon quotidien. Quand j'échange avec Jean-Rémy sur les tribulations de la dynamique unitaire ou avec d'autres camarades du champ politique ou de la société civile, on est dans le surréel parfois. On est dans le surréel. Donc c'est difficile de faire comprendre aux Français lambda qui a d'autres soucis, comme vous le soulignez, qui a faim, qui a son frigo à remplir, etc. Quand je vais lui parler du franc CFA, il faut être pédagogue. Il ne suffit pas effectivement de se promener avec une pancarte. Il faut expliquer que le franc CFA ne sert pas les intérêts de la France ou du français moyen, il sert les intérêts de certains Français. De certains Français les plus... Et d'un système, voilà, d'une haute caste. Donc ça demande un peu de pédagogie. Concernant l'AFD, c'est tout à fait un levier intéressant. Ubuesque. Quand on voit que pour le Gabon, au total, c'est 800 millions d'euros qui ont été dépensés depuis 2013 pour construire des écoles. Et aucune école n'a poussé de terre au Gabon depuis ces 10 dernières années. Et si on s'en tient aux documents gabonais sur la question, le prix d'une classe serait de 490 000 €, je pense. Le prix d'une classe. D'une classe. Si les élèves gabonais étaient dans des classes high-tech, ça se saurait, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas de classe du tout. Aucune école publique au Gabon n'a été construite depuis 2009, je crois. Oui, je le confirme. Aucune école publique gabonaise n'a de toilette. Je le confirme également. Ce qui veut dire que les petits-enfants gabonais qui vont à l'école, pour ceux qui peuvent encore y aller, sont obligés d'aller faire leurs besoins dans la nature. Dans la nature, ça veut dire avec des prédateurs, des animaux qui peuvent potentiellement dangereux, des prédateurs humains aussi. Puisque les crimes rituels au Gabon, avec l'enlèvement des enfants, etc. Alors, je ne dresse pas un portrait exagéré, c'est la réalité du peuple gabonais aujourd'hui. Après, quand il y a crime rituel, on dit que c'était les couilles des éléphants dans les sacs. C'est ça, c'est ça. Ce n'est pas que le cinéma. Et moi, ce qui me chagrine en tant que Français, c'est que tout ceci se passe à 50 mètres du camp de Gaulle, où on a 350 militaires en permanence. Officiellement, plus d'autres éléments, où on a quelques coopérants, etc. Donc les choses se savent. Voilà, donc, moi j'ai découvert le Gabon... Par ce biais-là, mon père était militaire coopérant, donc le Gabon, je l'ai découvert comme ça. Lui aussi protégeait la France-Afrique. Alors, lui protégeait la France-Afrique, Papa Chino. Mais l'avantage, c'est que ça nous a fait tous prendre conscience dans la famille qu'il y avait quand même un problème, y compris à lui. Donc, y compris à lui. Y compris à lui. Voilà. Donc, voilà, le séjour n'a pas été vain. Voilà. J'ai une dernière question à vous poser. Oui. Vous prenez la parole, celui qui veut la prendre en premier la prend. Est-ce que cela vous choque de voir que c'est l'extrême droite qui pose le problème africain sur la table en Europe aujourd'hui? Di Maio, qui pointe la France, qui accuse le CFA d'appauvrir l'Afrique, et nous savons la vérité, vous et moi. Cela vous pose un problème que ce soit l'extrême droite qui pose ce problème-là haut et fort aujourd'hui? Si un fasciste se réveille un matin en me disant qu'il fait beau et que le ciel est bleu, je ne vais pas lui dire qu'il a tort. En l'occurrence, ce qui a été exposé par le gouvernement italien, par les hommes politiques italiens, c'est une réalité. Ce qui me pose problème, c'est qu'en France, nous soyons très peu à porter le fer sur ces questions-là.
Il y a quelques syndicats, il y a la CGT, mais d'autres, Solidaire est assez sensible à ces questions également. Politiquement, c'est peau de chagrin. Il y a la France Insoumise qui porte le problème, et dans une moindre mesure, d'autres partis d'extrême gauche qui ont des positions de principe sur ces questions-là, mais qui portent le fer en France. Il y a essentiellement la France Insoumise qui va vraiment au-delà des déclarations et des communiqués, en posant des questions au gouvernement. Plusieurs questions écrites ont été posées à l'Assemblée nationale. On est en train de travailler un questionnaire justement et une interpellation du Sénat français sur les questions de l'AFD. Parce que, en tant que représentants du peuple, nos élus, là pour le coup j'ai ma casquette France Insoumise, vont interpeller le gouvernement, demander des comptes. 800 millions d'euros, mais c'est vrai au Gabon, mais c'est pas ailleurs, ont été dépensés, donc pris dans les poches des contribuables français. Ça n'a pas été pris sur l'ISF qui n'existe plus, ça a été pris dans les poches des contribuables français, avec la prétention de construire des écoles au Gabon. Le pain au chocolat du petit français qui a été envoyé aux dirigeants gabonais. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi, ça ne me dérange pas qu'on prenne d'offrir un cahier à un écolier gabonais par mes impôts. Je n'ai aucun souci avec ça. Par contre, ce qui me dérange plus, c'est que quand l'argent du cahier pour l'écolier, il passe directement dans les poches d'Ali Bongo ou de son cabinet. Ça me pose un problème. Donc là, je pose la responsabilité, elle incombe à l'AFD, qui est une organisation c'est une économie mixte, assez nébuleuse, voilà, et dans lequel l'État français a des intérêts directs, finance directement. Donc nous, c'est de notre responsabilité politique que d'interpeller le gouvernement, l'État français, sur cette question. Qu'est-ce qu'il est fait de l'argent public français? Pour résumer, cela ne vous pose pas un problème que ce soit l'extrême droite qui tape un coup de pied dans la fourrière aujourd'hui? Alors après, il faut savoir par quel chemin c'est arrivé aux oreilles du gouvernement italien qui a priori n'a pas d'intérêt dans la question. N'a pas d'intérêt dans la question, mais tous ces migrants qui échouent sur leur côte interpellent le peuple. Évidemment, ça interpelle le peuple. Pour une fois, des dirigeants politiques ont dit la vérité. Alors pour vous répondre clairement, ça me choque que l'extrême droite s'empare d'un problème qui est un problème humaniste quelque part. Qui aurait dû être porté par vous. Moi, mon bord, il le porte. Oui, moi, c'est ce que j'allais dire. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, de la France Insoumise, en d'autres termes, avait déjà soulevé cette situation. Quand il parlait de l'immigration, quand il parlait des guerres, quand il parlait de la pauvreté, que la France appauvrit, justement, ces populations par la France-Afrique. Maintenant que c'est l'extrême droite italienne qui en parle, moi personnellement ça ne me choque pas. Cette prise de conscience est utile parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est parce qu'ils ont une situation d'immigration, ils doivent faire face à l'immigration et l'immigration est comment dire ça, le moteur de l'immigration, c'est un peu ça, c'est le mal-vivre de ces populations dans leur pays. Or, ce mal-vivre vient de toutes ces situations. Parce que ceux qui se sentent impuissants... Il y a un livre derrière vous, là, David Chino. Vous voulez bien me le prendre? Juste derrière la pancarte, ils ont vendu mon frère. Pardonnez-moi de vous couper. Non, donc cette prise de conscience, elle est utile et on espère maintenant que ça va se propager et que ça va être corrigé. Alors, si vous permettez, sur le fait que ce soit l'extrême droite qui porte le problème et qui fait qu'on en parle de manière ouverte aujourd'hui, il faut savoir que l'extrême droite, même si c'est une obédience nationaliste, est organisée en réseau international. C'est paradoxal, mais en tout cas, il y a une internationale des nationalistes qui s'est mise en place. Ces gens-là sont très actifs. Ils sont comme beaucoup d'organisations politiques, il y a des gens très intelligents parmi eux, qui ont compris quel était leur intérêt à déstabiliser son voisin sur un sujet ou un autre. Non, mais je ne dis pas qu'il y a un complot de l'extrême droite italienne contre la France, c'est pas ça que je veux dire. Mais par contre, il faut comprendre ce qui se passe en Afrique actuellement. Vous avez une tendance
comment dire, à vouloir chasser le français de ses anciennes colonies. Alors, ce qui est tout à fait... Qui veut le chasser? Alors, des activistes. Les activistes africains? Alors, certains activistes africains, mais aussi certaines puissances. Ah, certaines puissances. Alors, on prend le cas, par exemple, de la République centrafricaine. Ah, d'accord. Voilà, où les Russes sont en train de chasser les Français très, très tranquillement. Alors, les Français l'ont bien cherché, hein, à mettre le pays à feu et à sang comme ils l'ont fait pendant des décennies. À un moment, ça se retourne contre le bourreau. Et il y a un sentiment anti-français grandissant, notamment dans les jeunes populations. Alors, c'est pas encore trop prégnant au Gabon, c'est pas encore arrivé, mais ça peut basculer très rapidement. C'est en train de monter. C'est en train de monter. Et voilà ce qui est entretenu par ces réseaux d'extrême droite, parce qu'il y a des intérêts d'autres puissances, alors je parle de la Russie, etc. Pour être clair sur ce que je veux dire, c'est à quel moment les Africains vont être maîtres de leur destin. Est-ce que la solution, c'est de chasser le français pour mettre le russe ou le chinois? Moi, la solution, c'est de chasser ou de prendre sa place et d'être autonome, souverain en tant qu'Africain. Et pas de chasser l'un pour laisser la porte ouverte à l'autre. Et ce qui se trame dans ces réseaux d'extrême droite, c'est justement ça. C'est pas, ils ont aucune philanthropie, ils ont aucune sympathie pour l'Africain, plus à l'extrême droite française qu'à l'extrême droite italienne ou chez les fascistes de tout bord. Ces gens-là sont fondamentalement racistes, oui, je suis d'accord, xénophobes, mais bien naïfs, et celui qui croit... Si chaque nationaliste pouvait vivre dans son pays et profiter de ses richesses, je pense que personne ne voudrait venir échouer sur les côtes de Lampedusa. Alors, c'est bien là le sujet. C'est à quel moment les Africains sont maîtres de leur destin, de leurs ressources, sont en capacité de s'émanciper sur le plan économique. Auquel cas, ça permet aussi des coopérations avec tous les autres pays et une bonne entente. Alors c'est extrêmement naïf, c'est extrêmement basique ce que je vous dis. Mais c'est pour ça qu'on se lève le matin avec Jean-Rémy, c'est pour se battre pour que ces choses-là puissent exister un jour. Vous aussi, Jackie, j'imagine que c'est votre objectif. Vous me tendez la perche et je vais vous répondre. Pour ceux qui pourraient voir en moi un anti-français ou un anti-africain, je vous suggère de lire mon livre. Dans ce livre, je le dis et je l'ai coécrit avec Yannick Nambo, qui est franco-gabonais. Lui, il a la chance d'être franco-gabonais. Moi, je ne suis que français, étant donné que dans mon pays d'origine, la double nationalité n'existe que pour les footballeurs et les hommes politiques, donc je ne suis que français, malheureusement. Mais Bamileke d'origine, on va bien dire les choses. Dans ce livre, je proposais aux hommes politiques comme Michel Roussin, comme Dominique Strauss-Kahn, j'ai même essayé d'en discuter avec Vincent Bolloré, qui a évité la discussion, il aurait dû, vu tout ce qui lui tombe au-dessus aujourd'hui. Je disais dans ce livre qu'il est temps que la France prenne les devants et propose de nouveaux accords à ses anciennes colonies, car l'enfant qui a 10 ans mange ça du pain, à 15 ans il mange ceci, à 18 ans il se l'achète, et si on l'en empêche, ça finit mal. Bien sûr. Donc voici 15 années que je parle aux hommes politiques, leurs noms sont cités, je ne les cache pas, mais malheureusement, il ne suffit pas de sortir de l'ENA ou des sciences pour être intelligent, vu dans quel état est plongée la France aujourd'hui. Donc je ne suis pas anti-français, je dis tout simplement que chaque enfant grandit et a faim. C'est tout, lisez-le, tout est écrit là-dedans, mon cher Jean-Rémy Yama. Alors, dites-moi, moi je ne sais pas tout, je ne sais rien d'ailleurs, le journaliste, il apprend tous les jours. Y a-t-il une question fondamentale que vous auriez aimé que je vous pose et je n'ai pas tilté dessus? Mais je pense qu'on a fait le tour. Sur la situation, surtout au Gabon, parce que le Gabon est particulier. Nous vivons depuis plus de 50 ans sous un même régime. Mais c'est même pas ça qui gêne tant que ça. Si les choses étaient bien faites, je pense qu'on s'en foutrait probablement. Mais les choses sont mal faites. Et par rapport justement à la France, par rapport aux accords, par rapport à l'implication. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus vivre tout seul. On a l'influence de l'extérieur. Et on ne peut plus faire comme si le monde extérieur n'existait pas. Mais en même temps aussi, le monde extérieur ne peut pas faire comme s'il ne se passait rien. Parce que ça va rejaillir sur tout le monde. Et je voudrais quand même que la situation du Gabon interpelle plus d'une personne. Bon, d'abord les Gabonais eux-mêmes. Et ça, c'est notre travail en tant que syndicaliste, en tant que membre de la société civile. Il nous appartient
de sensibiliser davantage, d'informer nos compatriotes sur les enjeux de la situation actuelle pour qu'on s'en sorte. Mais je vous assure qu'elle est explosive par rapport à tout ce qu'on a déjà vécu. Et peut-être que le plus difficile est à venir, si nous ne faisons pas attention. Sur ma persécution, je crois qu'on en a parlé, c'est vrai que je suis menacé en tant que leader syndical, en tant que leader de la société civile. Je risque ma vie tous les jours, puisque on m'a cassé au moins 4 fois mon véhicule chez moi, c'est-à-dire des malfrats rentrent dans ma concession. Des supposés malfrats, vous voulez dire? Oui, des supposés, voilà. Juste pour l'intimidation. Maintenant, jusqu'où ces intimidations vont aller, il y a eu des tentatives d'enlèvement qui ont échoué. Jusqu'où ils sont capables d'aller, j'en sais rien. Mais je rentrerai dans mon pays et j'assumerai, parce que notre lutte, elle doit se poursuivre pour libérer, pour que notre pays, en fait, comment dire, pour que les gens vivent mieux. Parce que quand on me dit qu'au Gabon, il n'y a pas d'argent, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas regardé la situation économique du Gabon. Quand on est maintenant sous perfusion du FMI, quand on sait que entre 2009 et 2015, on a eu plus d'argent que pendant le règne d'Omar Bongo. Qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? De toute façon, y a-t-il un seul pays d'Afrique centrale qui ne soit pas sous perfusion du FMI? Vous en connaissez un? Mais très riche comme le nôtre. Si vous en connaissez, vous dites, donc, je n'aborde même pas cette pensée. C'est vrai. C'est devenu comme de l'eau à boire. C'est vrai. C'est vrai. Ça veut dire que nos dirigeants font ce qu'ils veulent de l'argent et le peuple vit dans la précarité. C'est ça que nous ne voulons pas. Notre combat n'est pas dirigé contre les individus en tant que tels, mais contre une façon de faire que nous refusons. Contre un système, voilà. Et donc, je pense que, non, je suis satisfait, personnellement, du débat. Je pense que nous avons abordé l'essentiel. Et je crois qu'on aura l'occasion peut-être, de revenir, si d'autres événements l'exigent. Merci beaucoup, Jean-Rami Yama. David Chénaud, on se revoit bientôt. On se revoit bientôt. On a des choses à se dire. Nous avons des choses à nous raconter. On garde le secret pour l'instant. Oui, tout à fait. Et je profite encore pour vous exhorter à parler à M. Mélenchon. Je veux lui parler. Je veux qu'il vienne s'asseoir là et qu'on discute. Avant de passer la parole à l'extrême droite, car tout le monde a droit à la parole sur ce plateau. Oui. Alors, vous avez raison de le souligner, parce que la nature a horreur du vide. Pardon. Si nous, progressistes, universalistes, ne nous emparons pas du problème et ne portons pas le fer sur ces questions, d'autres vont s'en charger. Oui. L'exemple italien est tout à fait probant à cet égard. L'implantation de la Russie en RCA est tout à fait probant à cet égard. Donc, quand on me pose la question, qu'est-ce que tu fabriques en Afrique centrale? Je réponds, alors, au premier degré, ça peut paraître cynique, mais je réponds que je défends les intérêts de la France. Pas les intérêts de quelques Français à très court terme, à savoir les multinationales, etc., mais comment on va cohabiter avec les peuples africains, qui sont l'avenir de l'humanité, c'est pas le tout de le dire, mais ils sont à la fois le berceau de l'humanité et son avenir pour le moment. Pour des questions démographiques notamment, et vous l'avez souligné tout à l'heure, les questions d'émigration sont essentiellement dues à la prédation des pays occidentaux, mais pas que des pays occidentaux, je parlais de la Russie, de la Chine, etc. sont mais aussi des prédateurs. Aussi, mais non, mais il n'y a pas uniquement l'Occident, oui, c'est ça. La Russie, c'est l'Occident, ça je pense qu'un Russe vous ressemble plus qu'à moi, quand même. Ah, ça dépend. Oui. Et donc, voilà, il y a ces questions qui vont se poser très rapidement, et elles se posent déjà. Parce que tous les choix, et notamment, alors pour l'instant, là je vais parler de mon pays, la France, tous les choix diplomatiques, politiques des dernières années concernant l'Afrique sont catastrophiques. Depuis l'intervention en Libye,
Non, depuis l'assassinat de Muammar Kadhafi. Oui. Il faut appeler le chien par son nom. Moi, je suis prêt à aller au tribunal si M. Sarkozy veut m'attaquer en justice, j'irai me défendre. Donc, depuis l'assassinat décidé par Nicolas Sarkozy de Muammar Kadhafi, exactement. Il faut l'appeler. Attends, vous avez peur de le dire? Non, j'ai pas peur de le dire. L'assassinat de Muammar Kadhafi par Nicolas Sarkozy. Bien. Même Obama s'en mord les doigts aujourd'hui en disant bon, oui. la bondo parce que c'est facile à. Si le Parlement britannique l'a dit, pourquoi vous Français, encore de l'extrême gauche, vous n'osez pas prononcer le nom de Nicolas Sarkozy? Moi, je le prononce. L'assassinat de Muammar Kadhafi a été décidé par Nicolas Sarkozy. Le renversement de Laurent Gbagbo a été décidé par Nicolas Sarkozy. Tout à fait. Nous nous sommes exprimés également sur le sujet tout à fait récemment. Donc, il y a des désaveux. La Cour pénale internationale sur Gbagbo s'est prononcée. C'est qu'il y avait des raisons. Quoi qu'on dise de la Cour pénale internationale et de ses défauts de fonctionnement, en tout cas, elle s'est prononcée. C'est un désaveu pour les choix qui ont été faits par Nicolas Sarkozy, donc la France, à l'époque. On paye l'assassinat de Kadhafi, on le paye au prix fort. Ça a eu pour conséquence les problèmes qui en ont découlé au Mali, parce que la nature ayant horreur du vide, ce qui n'était plus contenu a explosé, avec toutes les conséquences que ça a eu, notamment sur les questions migratoires. On ne parle pas de gens qui viennent pour spolier les allocations familiales en France, c'est pas ça. Ou pour manger le pain au chocolat du petit français. On ne parle pas de ça, on parle de gens qui sont contraints, sont obligés de quitter leur pays pour des questions alimentaires ou des questions sécuritaires, ou les deux, souvent les deux, risquent leur vie, traversent la moitié du continent, se font exploiter, torturer, assassiner, violer. Esclavagisés. Sont réduits à l'esclavage, effectivement. Et une fois qu'ils ont réussi à surmonter tout ça, ils traversent la Méditerranée sur des canaux pneumatiques. La plupart meurent. Et quand on les accueille, je dis, et je mets accueil avec des guillemets, c'est pour les traiter de criminels qui viennent manger le pain des Français ou des Italiens, puisque c'était ça le sujet. Donc on a intérêt à se poser les bonnes questions et à y trouver les bonnes réponses, mais immédiatement. Immédiatement. En tout cas, je dois le dire, aujourd'hui vous voyez le journaliste, mais je suis passé par là, je suis arrivé en France, j'ai pas posé pied au sol que j'étais emprisonné en zone d'attente de Roissy. J'ai dû me battre pour faire stopper les sévices corporels en zone d'attente à Roissy il y a 18 ans. Donc ce que vous décrivez, je suis passé par là. J'ai pris des bateaux. Bref, tout est confié dans ce livre, si vous voulez en savoir un peu plus. Donc, j'ai l'impression que vous me décrivez une partie de ma vie. Chers téléspectateurs du Bœuf Politique sur GNTV+, j'espère que ce programme vous a appris, vous a apporté quelque chose. Dites-le aux autres autour de vous. On se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec d'autres invités qui vous apporteront, je l'espère, toujours un peu plus. Malgré la situation difficile partout en Afrique noire, francophone, malgré la situation difficile en France, gardons quand même la banane au moins jusqu'ici. À très bientôt. Bye bye.